Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo et aussi ravie aujourd'hui d'être en compagnie de Daniel Verleisen. Un grand merci Daniel d'avoir accepté de faire cet entretien. Avec plaisir. Moi je suis ravie en tout cas parce que quand j'ai entendu parler de toi, j'ai eu très envie de pouvoir te rencontrer et d'avoir la chance de récolter en vidéo ton témoignage et ton parcours parce que c'est un parcours très singulier. Qui fait qu'aujourd'hui tu es passeuse de paix, une paix que tu passes grâce à l'enseignement du yoga, que ce soit en individuel, en groupe, en stage, en forêt aussi. Et on reviendra sur cette activité plus en détail plus tard, mais c'est un panel d'activités que tu as été amené à développer suite à une grosse rupture dans ta vie, une rupture qui se place au moment de la quarantaine. Et donc c'est tout un parcours qui va évidemment énormément inspirer toutes les personnes qui se posent cette fameuse question du sens de l'existence. Et pour en venir à ça, je voulais qu'on commence par explorer la première phase de ta vie, avant cette rupture de la quarantaine, parce que déjà dans cette première phase, finalement, tu as un parcours atypique, puisque tu as essayé plein de trucs. Tu as été prof de fitness, tu as été conseillère en nutrition, tu as fait de la gym en forêt, tu as étudié la graphologie, la psychanalyse, donc plein de choses. Et je vais te céder la parole parce que je voulais que tu parles davantage de cette première phase-là et de ce qui t'animait à ce moment-là, qui fait que tu avais autant la bougeotte en fait. Oui, eh bien, ce que je dirais, c'est que comme tout le monde, je cherchais le bonheur. Et comme tout le monde, je le cherchais dans le monde. Et notamment, je pensais que faire un métier qu'on aime, ça peut donner le bonheur. Et donc, le tout premier métier que j'ai fait, c'était secrétaire de direction. Et après une demi-heure dans les bureaux, je suis tombée en dépression en me disant c'est vraiment pas pour moi. Et à partir de là, je me suis dit bon, il faut que j'étudie autre chose, que je fasse autre chose. C'était la graphologie à cette époque-là. Et en fait, dans cette recherche du bonheur, très intense, parce que j'ai un caractère assez entier, voilà, il y a un sujet qui m'intéressait. Je me dis, tiens, je pourrais être graphologue. J'étudie à fond, cours du soir, etc. Puis au bout de 3-4 ans, non, c'est pas ça. Après, c'était la psychanalyse. Il y a eu le passage par l'aérobic, le fitness. Ça m'a fait également étudier différentes matières, comme celle-ci, vivre dans différents pays, avoir de nombreuses relations amoureuses, des mariages et autres. Toujours dans cette recherche du bonheur, jusqu'à un moment, après 40 ans, enfin, non, donc la recherche a commencé vraiment à 20 ans. Donc entre 20 et 40 ans, il y a eu cette recherche. Que tu avais conscience de rechercher un bonheur que tu ne trouvais pas, donc tu passais à une autre activité, tu ne le trouvais toujours pas. C'est ça. Mais ce n'était pas encore une quête de sens à cette époque-là. Je n'ai pas été animée par une quête de sens. C'était vraiment une recherche de bonheur, je dirais. Et à 40 ans, finalement, je me suis retrouvée dans une situation qui était vraiment très sympa, on peut dire, à plein d'égards, qui me nourrissait sur certains plans, et qui aurait pu ressembler au bonheur. Qui aurait pu ressembler à l'idée que je m'en faisais, parce que chacun fait son idée du bonheur. Je n'avais pas carte postale, mais des choses qui étaient importantes pour moi. J'avais déjà identifié vers 34 ans, 35 ans, ce qui était important pour moi. Donc, j'avais trouvé une situation qui correspondait assez bien. Et notamment sur le plan matériel, j'étais très gâtée. Et sur d'autres plans aussi. Et au bout de 7 ans de cette vie, avec quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui était passionnant, etc., mais je me suis dit, mais j'ai tout. Il manque encore quelque chose. Et cette vie n'a aucun sens. Là, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Et c'est là que je me suis dit, mais ça ne sert plus à rien de chercher à l'extérieur. Et il va falloir chercher ailleurs, il va falloir chercher à l'intérieur. J'avais quand même entendu parler de 2 ou 3 bouquins. J'avais lu Paul Salomon et Claude Salomé, c'est ça? Jacques Salomé, Paul Salomon. Ce genre de livre qui avait déjà éveillé certaines questions comme ça.
Et puis, voilà, il y a eu vraiment un retournement, mais presque brutal. Hein, c'est plus dans cette direction-là qu'il faut chercher, c'est dans l'autre. Et donc ça m'a fait quitter cette situation confortable et amusante et agréable dans laquelle je me trouvais. Et là, je me suis vraiment mise en chemin, mais je ne savais pas dans quelle direction aller. Je ne savais pas très bien où trouver ça, comment trouver. Et bon, à l'époque, je ne sais même plus comment, par quel biais, par quelle relation, j'ai fait un peu de reiki, j'ai fait un peu de chamanisme, j'ai suivi quelques stages chez Tetra. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, mais je sentais que c'était pas ça. Et pendant 2 ans, comme ça, j'ai cherché jusqu'à ce que je découvre le yoga. Et comme la plupart des gens, je pensais que yoga, c'était gymnastique douce, ou pas douce, hein, des postures bizarres. J'avais aucune idée de ce qu'il y avait derrière, en fait. Et un de mes amis m'a invité à une petite retraite de 3 jours, ici en Belgique, avec Marie-Agnès Bergeon, qui enseigne à l'époque, qui enseignait à Terre du Ciel, une école assez connue en Bourgogne, enfin dans le Jura, entre la Bourgogne et le Jura. Et donc, c'était une petite retraite de 3 jours où on a fait différentes choses. Il y avait du hatha yoga, la pratique corporelle, mais aussi un enseignement à propos des écritures et de la sagesse de l'Inde, des chants, des chants de mantras, un peu de promenade, un peu de bénévolat. On participait à l'organisation du week-end, etc. Et là, j'ai compris ce que c'était que le yoga, enfin compris c'est un grand mot, mais disons voilà, je me suis rendu compte que c'était pas juste la gymnastique, et ça m'a vraiment donné envie de me former pour devenir professeur de yoga, avec un objectif plus de développement personnel que dans le but d'enseigner par la suite. Même si j'étais professeur de fitness à l'époque et que j'aurais pu donner cours de yoga, hatha yoga. Et donc je me suis inscrite à l'Université Terre du Ciel pour l'école de professeur de yoga. Et c'était très intéressant. Et très rapidement, j'ai rencontré mon maître, Swami Muktananda, de la lignée de Shivananda de Rishikesh. C'est trop long à raconter comment, mais c'est assez magnifique. Et quand j'ai entendu son enseignement, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai cherché toute ma vie, sans le savoir. Voilà ce que j'ai toujours voulu entendre, sans le savoir. Et enfin, la vie a un sens. Je n'irai plus jamais nulle part ailleurs, c'est ça. Et voilà. Et à partir de là, ça c'était il y a une dizaine d'années. C'est intéressant aussi, et comme la vie, ça on y reviendra, hein, mais il faut croire en son destin, en fait, vraiment. Tout se déroule comme ça doit se dérouler. Mais dans ce moment-là, il y a chez toi, on sent bien ça, dans cette rencontre avec le yoga et de la rencontre avec le yoga, la rencontre avec le maître, ça a l'air d'être une évidence comme ça. Donc tu suis l'évidence qui se place devant tes yeux, en fait. Oui, tout simplement. J'avais envie de rajouter qu'il y a eu des changements assez radicaux que j'ai effectués dans ma vie. Des ruptures assez fortes, tant de mon mariage que de ma profession. Une première fois quand j'étais plus jeune, une deuxième fois plus tard, et chaque fois mon entourage me disait « mais t'es complètement folle de quitter une situation aussi stable et confortable ou protectrice, etc. » Et je me rappelle qu'à l'époque, surtout la deuxième fois, je répondais « mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi je sens que je dois le faire. Il y a une force qui me pousse. Je ne sais pas où je vais, mais je sens, c'est une question de survie. Il faut que j'y aille, il faut que je suive cet instinct. Choix, en fait. Oui. Et aujourd'hui, évidemment, je sais que c'est le karma. Mais à l'époque, je ne croyais pas du tout à tout ça et j'avais aucune idée de ce que c'était. Mais voilà, c'était comme une impulsion irrépressible. Et c'est vrai que ça paraissait très dangereux. Je me suis chaque fois retrouvée dans des situations matérielles très très difficiles. Mais chaque fois... j'ai remonté. La vie m'a permis d'en sortir. Et parce que par rapport à ce genre de changement et des changements qui peuvent faire peur à l'entourage, tu as rencontré ton maître et tu l'as suivi et puis tu as complètement changé de vie, tu es partie en Inde avec lui, c'est juste, hein? Oui, alors
Je reviens d'abord sur ce que tu dis par rapport à ce que l'entourage. Bon, mon entourage m'avait déjà vu tellement changer, ils se sont dit, ça c'est une lubie de plus. Comme toutes les autres, dans 3-4 ans, elle changera. Hein. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et puis évidemment, il y a eu certaines méfiances. Qu'est-ce que c'est que ce maître? Qu'est-ce que c'est que cet enseignement? Est-ce que c'est pas une secte? Mais bon, en attendant, j'étais majeure, vaccinée, j'avais 40 ans. C'était ma vie. Hein. Et toi, tu n'avais pas peur? Non, non. Mais j'ai quand même été prudente parce que on entend tellement parler de faux gourous. Même, je pense à quelqu'un dernièrement qui a beaucoup de succès, puis on vient de révéler des tas de choses à son sujet. Voilà, donc j'étais très, j'aime pas le mot méfiante, mais... vigilante? Oui, donc avant de m'engager auprès de ce maître-là, j'ai fait plusieurs retraites, j'étais en Inde, et puis je voulais voir aussi comment il était dans l'ashram, et puis j'ai eu plus aucun doute, et je me dis, bon, ok, c'est lui, je m'engage, parce qu'en fait, il faut s'engager à un moment donné. Voilà. Tu parles d'engagement, c'est un engagement à adopter un certain mode de vie, à suivre l'enseignement de ce maître, à le suivre quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, quelque chose comme ça. Oui, cela dit, il faut bien spécifier qu'un maître de cette qualité-là va toujours vous laisser libre. Le disciple est toujours libre d'obéir ou pas obéir. Mais un disciple avisé sait qu'il a tout intérêt à suivre les conseils ou les suggestions du maître. C'est très rare qu'un maître impose comme ça quelque chose. Voilà. Mais donc, oui, il s'agit d'un engagement. En fait, c'est vis-à-vis de soi-même. Je veux trouver ça. Entre guillemets, pour utiliser un mot très à la mode actuellement, j'ai pris un coach spirituel, façon de parler. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est arrivé là où je souhaite aller, qui sait comment faire, eh bien, je lui fais confiance. Et donc, effectivement, c'est suivre ses conseils, c'est mettre en pratique ce qu'il partage dans ses enseignements, qui est assez simple en termes de pratique. Enfin, simple, c'est parfois trop simple pour qu'on le fasse, parce que le plus gros obstacle dans tout ça, c'est ce qu'on appelle le mental, hein. Le sens de la personne, l'ego. Ce sont des mots différents pour dire une même chose. Et donc, même si il y a cet appel et cette envie et cette volonté, l'ego participe, mais en même temps, il résiste aussi. Et le maître, il est là pour nous débarrasser de cet ego. Et c'est pas toujours confortable. Mais à partir du moment où on est engagé et où on a confiance, ça c'est le plus important. Et sans doute qu'on a besoin aussi d'avoir vécu soi pour pouvoir le transmettre après, savoir que la route n'est pas facile et donc comprendre quand les autres ont exactement les mêmes difficultés finalement. Oui, le fait de les avoir vécues permet d'abord d'être tolérant par rapport aux autres personnes qui sont au début de leur chemin et de les comprendre et de pouvoir bien les aiguiller. Mm-hmm. Mais surtout, bon, moi je ne suis pas, attention, je ne suis pas instructrice spirituelle, mais simplement pouvoir écouter, reconnaître la difficulté de la personne et savoir d'où ça vient, ça permet de mieux écouter, je dirais, de mieux accompagner. Ce que je fais aujourd'hui est parfaitement juste, mais je ne suis pas au bout de mon chemin. Et donc, je suis toujours en formation. Voilà, donc c'est intéressant aussi ça par rapport à ceux qui nous regardent. Hein. J'avais envie d'en parler. C'est que mon objectif, même si au début je pensais que faire un métier qu'on aime, ça allait me donner, le métier que j'aime, ça allait me donner le bonheur, ça n'a plus du tout été mon objectif une fois que j'ai décidé de trouver la paix intérieure. C'était la seule chose qui comptait, c'était trouver cette paix intérieure. Donc j'ai tout laissé tomber, mais tout. Et très curieusement, en faisant de ma vie, en tout cas le but de ma vie, c'était de trouver cette paix totale. Chemin faisant, j'en suis arrivée à exercer le métier idéal. C'est ça qui est très intéressant. C'était pas mon objectif premier. Je ne cherchais plus ça. Et je me retrouve aujourd'hui à faire quelque chose qui me convient parfaitement. J'ai trouvé ma voie au propre et au figuré. Avec un E, avec un X.
Et ça aussi, j'ai envie de dire, quand j'étais petite, c'était un vrai problème pour moi à l'école en primaire. Qu'est-ce que vous voulez être plus tard quand vous serez grande? Et je cherchais, je ne trouvais pas. Et j'enviais les filles qui disaient, moi je veux être infirmière, vétérinaire. Enfin, il y avait des tas de professeurs. Enfin, et je ne savais vraiment pas quoi. Il y avait plein de choses qui m'attiraient plus tard, une fois que j'étais à l'âge de choisir des études. Mais en même temps, plus les arts et les lettres, et la philo et la psycho, ces choses-là, les langues et l'écriture, un talent d'expression écrite et orale. Mais aucune matière ne me passionnait suffisamment pour que je me lance dans 5 années d'études à l'université. Ça me paraissait trop ardu. Je n'étais pas studieuse, je n'étais pas intellectuelle en fait. Donc finalement, mes parents m'ont dit, tu fais un secrétariat de direction, c'est jamais perdu. À l'époque, c'était un graduat qui durait 2 ans, donc je l'ai fait. Et puis évidemment, très facilement, j'ai fait une distinction, et puis j'ai trouvé un boulot. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, effectivement, ce que je fais, ça coule. Voilà, c'est juste partager quelque chose qui est là. Et j'y trouve beaucoup de joie, même si je ne cherche même pas la joie dans mon travail, en fait. Parce que je sais que ce qu'on cherche est au-delà d'une joie humaine liée à quoi que ce soit de ce monde. Ça n'empêche pas qu'il y a un bonheur à partager ça. La toute première séance, je ne l'oublierai jamais, j'ai vu le visage des personnes à la fin de la séance. Je ne m'y attendais pas, donc ça a été une belle surprise. Et de voir le bien que ça fait. C'est une confirmation aussi. Oui, sans doute. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je fais me convient vraiment bien, je suis très heureuse de le faire, mais demain ce sera peut-être autre chose. Mais tu viens de répondre là à une question que je me posais, d'une chose que je trouve frappante aussi dans ton parcours, de nouveau si on prend avant-après, avant avec des activités comme l'enseignement du fitness, ou le conseil en nutrition, ou la gym en forêt, par rapport à l'enseignement du yoga nidra et que tu fais aussi en forêt, etc. Finalement, au niveau activité, c'est pas si loin. Non. Mais donc, le changement, c'est ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Certainement. Et aussi, j'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est qu'en fait, à la naissance, il y a les fées qui se penchent sur notre berceau, là, comme Cendrillon. Je dis, il y a une seule grande fée qui nous dote de tous les talents dont nous aurons besoin pour la servir. Nous recevons à la naissance, nous recevons les talents pour remplir le rôle qu'on a à remplir dans la vie. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que tout ce que nous faisons n'est jamais perdu. En fait, le métier de secrétaire de direction que je détestais, mais me sert énormément aujourd'hui pour gérer ma comptabilité. Tu es ta propre secrétaire. Je suis ma propre secrétaire de direction. Et voilà, tout ce que j'ai fait me sert aujourd'hui. Et de nouveau, ça ramène au fil rouge, ça nous ramène à notre karma, à notre destin, et qu'une chose mène à l'autre, inévitablement, inexorablement. C'est plus facile de le dire après, mais en effet, on voit que tout est juste. Oui, alors là aussi, pour moi, j'avais 50 ans seulement quand j'ai trouvé le métier idéal, si on peut dire. C'est tard. Mais voilà. Mais c'est un chemin qui s'est fait et qui n'a pas pour autant été perdu, comme tu viens de le dire. Exact. C'est autre chose que je me demandais, tu l'as dit à plusieurs reprises, le bonheur absolu ou la paix absolue, et face à ça il y a l'ego. Moi, mon ego en tout cas, il a cette croyance que cette unité ou cet absolu, ça n'existe pas sur Terre. C'est une croyance que je peux laisser derrière moi. On a vraiment cette possibilité de paix absolue en étant incarné sur Terre. Absolument. Elle est en toi maintenant. Elle est en chacun de nous en permanence. Et ça, j'en parle parfois dans mes cours. La paix qu'on découvre en soi quand on a apaisé le mental, c'est un premier niveau. C'est juste découvrir un calme intérieur. On est déjà très surpris. Et je dis, mais en fait, elle est tout le temps là. Simplement, on ne peut pas la sentir parce qu'elle est voilée par cette agitation mentale constante.
quand on fait des pratiques sérieuses, accompagnées par un maître ou une, hein, il n'y a pas que des maîtres masculins, et que finalement on mûrit, on évolue, et que se révèle notre nature véritable, oui, disons qu'il y a eu un éveil ici qui m'a permis de me rendre compte que tout ce que les sages de l'Inde disent est exact. Donc oui, et ça c'est la bonne nouvelle, mais bien sûr que il faut avoir cette aspiration, il faut se donner tout entier à cette quête, et ça se révèle. Il faut aussi, enfin j'aime pas trop le mot il faut, mais il y a peut-être quand même une question de karma. Et c'est pas forcément dans cette vie-ci que ça va se révéler pour tout le monde. Ce que les sages nous disent, c'est qu'on a vécu des centaines de milliers de vies, mais à un moment donné, il y a la dernière. Et on trouve qui on est véritablement. Alors, rien que le fait d'entendre ce message-là signifie qu'il ne nous reste plus tellement de vie à vivre. C'est déjà une bonne nouvelle. On ne peut pas l'entendre plus tôt. Mais non, il y a des gens qui n'en entendent jamais parler. Par exemple, moi, quand j'ai entendu ce message, j'avais 40 ans. Pourquoi je ne l'ai pas entendu avant? Il y en a qui n'entendent jamais pendant des vies et des vies. Puis une fois, on l'entend, mais on n'est pas forcément prêt à dire, c'est intéressant, mais on n'est pas forcément prêt à plonger, etc. Donc jusqu'au jour où on se dit, mais non, c'est ça que je veux. Absolument. Et je mets toute la gomme. Mais qui met toute la gomme, finalement? C'est pas la petite personne. On a l'impression qu'on le fait sur le plan de la personne, mais en fait, c'est soi, c'est le soi, ce qu'on appelle le soi, avec un S majuscule, qui fait tout, en fin de compte. Mais oui, c'est ici et maintenant. Et j'aime bien la phrase du Christ, quand il parle du royaume des cieux. Et on a toujours l'impression que c'est quelque part lointain, hein, que c'est après la mort, mais pas du tout. C'est ici et maintenant, c'est en nous, et c'est déjà là. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est éliminer ce qui nous empêche de le voir. Alors pour revenir sur un moment particulier encore de ton parcours, puisque tu as rencontré ton maître et tu as été jusqu'à vouer ta vie à la méditation et ou à ses enseignements, je ne sais pas précisément, mais pendant cette année, jusqu'à ce que ce soit lui qui te dise maintenant il est temps d'aller transmettre tout ça. Et il devait y avoir un côté vraiment très... je sais pas, brutal, c'est moi qui le vois comme ça et limite effrayant, mais comment est-ce que toi tu as vécu ça? Alors, ça n'a pas été dit comme ça, justement. Au bout de 7 ans où je n'ai fait effectivement que les pratiques, hein, j'étais sans domicile fixe, c'était un choix, mais entre guillemets SDF de luxe parce que je passais d'un endroit à l'autre, des gens me prêtaient des maisons, j'étais en Inde, je n'étais pas tout le temps en Inde, hein, je passais tous mes hivers en Inde, j'allais, je venais. Ou je gardais des maisons avec des chats, des chiens, ou parfois je louais un appart ici pendant 3 mois, etc. Je vivais seule et en silence, et je faisais mes pratiques. Et il y a différentes pratiques, bien sûr, qu'on peut faire dans une journée, et même la nuit. Voilà. Et donc, évidemment, après 7 ans d'intensité comme ça, il y a eu une évolution, un certain mûrissement, jusqu'à une certaine étape. Et là, effectivement, je sentais moi-même que j'étais arrivée au bout de quelque chose, qu'il fallait passer à autre chose. Puis 7 ans, c'est aussi symbolique. Hein. Et là, effectivement, il y a eu une conversation avec mon maître. Il ne m'a pas dit, tu dois... C'est pas du tout comme ça, c'est... Bon, voilà, ce qui se dit entre le gourou et le disciple, ça ne se révèle pas comme ça, mais disons que ça a été très subtil, et ça a été juste suggéré et induit, et j'ai senti, ok, c'est ça que je dois faire. Je dois retourner dans le monde et recommencer à travailler. Et effectivement, c'est la dernière chose que je voulais. La dernière chose que je voulais. En Belgique, en plus, j'ai jamais été fan. Bon, heureusement qu'il y a la forêt de Soignes à Bruxelles. Bref, j'ai obéi. Voilà, ça c'était le plus important à cette époque-là, c'était d'obéir, même si ça n'a pas été imposé, mais je savais, je sentais que... Mais obéir à ta voix intérieure aussi, en fait. Oui, parce qu'en fait, ça aussi c'est une chose importante à savoir. Un gourou extérieur, c'est juste le reflet du gourou intérieur. Et même ils disent un pâle reflet. Mais quand
quand il y a encore toute cette agitation mentale qu'on ne voit pas clair, on entend des choses, on a son intuition, etc. Mais parfois, on n'a pas du tout envie de l'écouter. Et quand on se pose des questions, quand on a la chance d'avoir un maître et qu'on peut lui demander de confirmer ou d'infirmer ce qu'on croit avoir entendu, c'est une énorme chance. Mais donc voilà, effectivement, il y a eu cette suggestion de revenir dans le monde, de recommencer à travailler, à laquelle j'ai obéi, et c'était à la fois extérieur et intérieur. Et ça a été un fameux challenge, parce qu'effectivement, après 7 ans où on ne fait que méditer, promener, chanter le nom de Dieu, lire les Écritures, faire des retraites, c'est une vie quand même assez agréable, hein, même si, bien sûr, elle a ses aspects moins faciles, mais voilà, du jour au lendemain, on se retrouve à devoir se lancer comme indépendante, avec 0 € sur le compte en banque ou pas grand-chose. Ça met une pression assez importante, mais aujourd'hui, ça fait 4 ans, hein, 4 ans, oui, peut-être même 5, je vois ce que ça m'a enseigné. Et c'était effectivement une très bonne chose. Ça m'enseigne toujours. Hein. Retourner dans le monde, mais après avoir vécu ces 7 années de retraite, c'est très intéressant. Ça permet de mieux se rendre compte de la nature humaine, de la nature du mental. Et aussi, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont attirées par la spiritualité pour fuir le monde, parce que c'est pas facile de vivre dans le monde, on est bien d'accord, surtout le monde actuel. Mais beaucoup de gens fuient et c'est pas la solution, c'est pas forcément ce qui va les faire grandir. Une amie m'avait un jour souhaité pour ma nouvelle année: je te souhaite ce que tu redoutes le plus, car c'est ce qui te fera le plus avancer. Alors quand j'ai lu ça, mais en fait c'était tout à fait vrai. Donc voilà. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est juste. Voilà. Oui. Et du coup, le nom de ton site, en tout cas, c'est Contemplation. Ce serait une recette pour trouver cette paix, un juste équilibre entre contempler et agir? Certainement, mais l'action vient de la contemplation, je dirais. Idéalement, elle doit partir d'un état juste, d'un état de paix et de silence, en fait. Mais justement, ça faisait partie des 2 conseils en or, hein, que tu vas me demander de donner à la fin. D'écouter son intuition. Mais on peut y passer tout de suite, puisque, en effet, mes conclusions d'interview sont chaque fois les mêmes, de savoir quel serait... Alors moi je disais en général, quel est ton conseil en or à toi, mais grâce à... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la communication, mais apparemment on va en avoir 2 du coup. Ah oui, j'ai cru qu'il y en avait 2. Voilà, mais ce sera 2, super, on a un bonus aujourd'hui. Ton conseil pour les personnes qui ne se sentent pas tout à fait à leur place et qui ont envie de trouver peut-être cette paix et de pouvoir la manifester dans leur vie professionnelle aussi. Alors, j'ai encore envie de dire quelque chose pour rebondir sur ce que je dis. La phrase de Gandhi, hein, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Hein. Donc si on veut trouver la paix, évidemment, c'est à l'intérieur. Si on veut la paix dans le monde, on doit d'abord la trouver ici. Et donc, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est se donner du temps pour méditer. Vraiment s'asseoir. Il faut de l'immobilité, du silence. Bien sûr, il y a différentes écoles, il y a différentes voies et différentes techniques de méditation. Ça, chacun trouvera. Mais aussi, ça, on en a besoin au début, quand on n'a jamais médité. Mais une fois qu'on a trouvé un moyen de s'apaiser, voilà, vraiment prendre le temps de se poser et d'écouter. Hein, qu'on médite, qu'on contemple, qu'on prie, c'est pas parler, c'est faire silence, c'est écouter ce qui nous guide. Hein. Donc, en tout cas, oui, se donner du temps pour recevoir la guidance intérieure et lui faire confiance. Vraiment, faire confiance à son destin. Et alors après, on passe à l'action. Oui. Maintenant, on peut parfois se tromper quand même, hein, ou
bien, ou parfois on est sûr, oui c'est ça que je dois faire, et puis tiens, non, on a... Mais parfois, enfin même si on peut avoir l'impression qu'on s'est trompé, mais finalement, quelques mois après, on dit ah ben non, en fait, je me suis pas du tout trompée. Ou en tout cas, c'était bien que je tente ce truc-là pour en retenir telle expérience. Oui, on peut dire ça. Ok. Ben, un grand merci pour ce témoignage, pour ces conseils et pour toutes ces richesses que tu nous partages ici aujourd'hui. Du coup, si on veut en savoir plus sur toi et pour te retrouver, il y a ton site, contemplaction.be. C'est ça. Autre chose? Oh, il y a une petite page Facebook, mais elle n'est pas très, très vivante. Mais pour ceux qui ont le réflexe d'aller sur Facebook, il y a une page. Mais on y trouve la vidéo qu'on trouve également sur mon site. Mon site est beaucoup plus complet. Voilà, pour toutes les activités que tu proposes, etc., on va sur ton site alors. Donc je mettrai bien sûr le lien en dessous de la vidéo. Donc un grand merci Daniel. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis vous savez bien, si l'interview vous a plu, si vous pensez qu'elle peut inspirer d'autres personnes, vous n'hésitez pas à vous liker, vous partager, etc. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.